Dans cette nouvelle vidéo sur les variables aléatoires discrètes, nous allons parler de transformer d'une variable aléatoire discrète. Dans un premier temps, j'expliquerai ce qu'est la transformée d'une variable aléatoire discrète. Ensuite, nous verrons comment en déterminer la loi et on terminera par deux exemples. Alors, commençons par la définition. Alors, déjà, nous avons besoin d'une variable aléatoire grand X. Donc, je vous rappelle qu'une variable aléatoire, donc ici qui s'appelle grand X, c'est une application. C'est important de se rappeler de ça, c'est une application dont l'ensemble des départs est l'univers et qui a un ensemble d'arrivées qu'on peut toujours prendre comme étant égal à x d'oméga. Donc ce que dit ceci, c'est que pour chaque élément de l'univers, pour chaque issue de l'expérience aléatoire, l'application grand X renvoie un élément, une certaine valeur, qui se trouve être dans le support de cette variable aléatoire. Ensuite, dans cet énoncé, on a besoin d'une application G qui a pour seule hypothèse, mais qui est très importante, qui a pour hypothèse que son ensemble de départ est justement grand X d'oméga, le support de grand X. Donc on a une première application grand X, qui est notre variable aléatoire, on a une application G dont l'ensemble de départ est l'ensemble d'arrivée de grand X, donc on a le même ensemble ici et là, et donc on avait vu dans le chapitre sur les applications que lorsqu'on a deux applications dont l'une a un ensemble de départ qui est égal à l'ensemble d'arrivée de l'autre, dans ce cas-là, on peut donner un sens à la composée G en X. Bien justement, ce qu'on appelle la transformée de la variable aléatoire grand X par l'application G, c'est justement la composée G rond X. Donc on a deux applications qui vérifient une certaine condition de compatibilité sur leurs ensembles de départ et d'arrivée. On a le droit de les composer, on a le droit de parler de l'application G rond X, et cette application, en termes de variable aléatoire, on ne la notera pas G rond X, mais on la notera avec une notation un peu plus simple, on la notera G de X. Donc la transformée d'une variable aléatoire discrète, ce n'est rien d'autre qu'une composée d'application. Alors en général, on verra ça sous une forme plus simple que comme une composée d'application. En général, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. J'ai mis deux exemples en dessous. Par exemple, x2 est la transformée de la variable aléatoire grand X par l'application carré. L'application qui a t associe t2. Exponentielle de x plus 3x est la transformée de grand X par t, par l'application qui a t associe exponentielle t plus 3t. Autrement dit, en des termes un peu plus simples, si on a une première variable aléatoire grand X, une transformée de grand X, c'est une autre variable aléatoire qui est construite à partir de grand X. Donc voilà pour la définition. Donc c'est une transformée de grand X par une certaine application, c'est juste une nouvelle variable aléatoire qui est construite à partir de grand X. Alors maintenant, on va s'intéresser au théorème principal sur la transformée de variable aléatoire discrète. On va, dans cet énoncé, donc c'est le théorème 16 du cours, on va partir déjà d'une variable aléatoire discrète grand X, et on va supposer qu'on connaît son support, son support est composé de certains réels qui s'appellent x1 et qui s'appellent xi, où i appartient à un sous-ensemble de grand M. Et on a, comme tout à l'heure, une application G, dont l'ensemble de départ est le support de grand X, et on va noter, comme tout à l'heure, on va s'intéresser à G de grand X. On va noter cette variable aléatoire y. Alors, que dit cet énoncé? En fait, il nous dit trois choses. Il dit déjà que y est forcément une variable aléatoire discrète. Donc si on part d'une variable aléatoire grand X discrète et qu'on la compose par n'importe quelle application, ça reste une variable aléatoire discrète. Ça, c'est ce que nous dit le premier point. Ensuite, on a deux points qui nous permettent de déterminer la loi de y. Donc on a une information sur le support de y d'oméga va être l'ensemble des g de xi pour i appartenant à grand I. Alors dit en des termes plus simples, y va être l'ensemble des images par G des éléments du support de grand X. Donc pour déterminer le support de grand Y, il y a juste à prendre les éléments du support de la variable initiale grand X et
à calculer leurs images par l'application G. Donc on le fera sur les exemples ensuite. Et la dernière partie, qui est sûrement la plus compliquée à comprendre, on a aussi une expression de la probabilité que de grand Y est égal à Y, pour n'importe quel Y dans le support de grand Y. On a une expression de cette probabilité en fonction de probabilités relatives à grand X. Donc on a une formule qui permet de déterminer toutes les probabilités relatives à Y en fonction des probabilités relatives à X. Donc c'est particulièrement intéressant si on connaît la loi de grand X. Si on connaît la loi de grand X, on connaît toutes les probabilités reliées à X, et donc on va pouvoir déterminer la loi de Y, puisqu'on va pouvoir, grâce à cette formule, déterminer toutes les probabilités relatives à Y. Alors que dit cette formule? Alors même si cette formule, finalement, on l'utilisera plus souvent au cas par cas que sous sa forme générale, la forme générale, on peut en général l'oublier, puisque au cas par cas, on arrive à la retrouver. Alors que dit cette formule? Elle dit finalement que pour déterminer la probabilité que grand Y soit égal à Y, bah, il faut faire la somme des probabilités que grand X soit égal à quelque chose, à certain xi, où i est à choisir parmi les éléments tels que g de xi est égal à y. Donc pour trouver la probabilité que grand Y soit égal à y, il faut chercher tous les éléments dans le support de grand X qui ont pour image y par g, et ensuite calculer la somme des probabilités correspondantes. Et vous verrez que sur des exemples, cette formule est beaucoup plus simple à comprendre. Alors justement, passons aux exemples. On va, ce n'est pas l'exemple qui est dans le cours, c'est un autre exemple, ça permet d'avoir un peu plus d'exemples. On va s'intéresser à une variable aléatoire grand X, qui va être une variable aléatoire discrète finie, et dont la loi est donnée par le tableau qui est ici. Alors, je dis quelques mots à propos de ces tableaux, peut-être que vous avez déjà rencontré ça. C'est une façon très simple de représenter la loi d'une variable aléatoire discrète finie, qui a un support qui ne contient pas trop d'éléments. Donc ici, ce que dit les informations qui sont dans ce tableau. Sur la première ligne, on a le support, plutôt les différents éléments du support de grand X, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X. Donc sur la première ligne, on a le support de la variable aléatoire grand X. Et sur la deuxième ligne, on a les probabilités correspondantes. Donc ce que dit ce tableau, il nous dit que la probabilité que grand X soit égal à moins 1 est égale à 1 quart, la probabilité que grand X soit égal à 1 est égal à 1 demi, etc. Et dans cet exercice, dans cet exemple, on s'intéresse à la loi de 2 transformée de grand X. On va s'intéresser à la loi de 2 moins grand X et à la loi de x2. Alors commençons par déterminer la loi de 2 moins grand X. Alors, on va donner un nom à cette variable aléatoire pour simplifier les notations ensuite. On cherche la loi de cette variable aléatoire y. On commence par en déterminer le support. Donc on cherche les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire y. Alors y, je rappelle que c'est 2 moins x. Alors pour trouver le support de y, bah, il suffit de regarder les différentes valeurs que peut prendre grand X et de regarder ce que ça va donner pour y. Alors grand X peut par exemple valoir moins 1. Si grand X vaut moins 1, 2 moins grand X va être égal à 3. Donc on a dans notre support, on va avoir la valeur 3. Ensuite on continue, quand grand X vaut 1, 2 moins grand X vaut 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et dernière valeur, grand X peut aussi prendre la valeur 3, donc grand Y peut prendre la valeur 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Voilà, donc là j'ai un peu triché, je connaissais déjà l'ordre, donc c'est pour ça que j'ai commencé par mettre le 3 tout à droite, mais bien entendu, normalement, bah, on fait au fur et à mesure, on ne sait pas quelles vont être les différentes valeurs. Donc déjà, on a déterminé le support de notre variable aléatoire Y. Donc c'est la première étape pour déterminer la loi. Ensuite, on va s'intéresser comme d'habitude, aux différentes probabilités. Pour déterminer la loi de Y, il nous reste à déterminer la probabilité que grand Y soit égal à moins 1, que grand Y soit égal à 1 et que grand Y soit égal à 3. Donc on va déterminer ces trois probabilités. Donc commençons par... Ok, il n'y en a pas une qui est plus simple que l'autre. Donc on va par exemple commencer par déterminer la probabilité que Y soit égal à moins 1. Alors quand on cherche à déterminer la loi de Y, vu que Y est la transformée de grand X par une certaine application, bah, on va commencer par
se ramener à la variable aléatoire grand X. Bah, y, on a dit que c'était 2 moins grand X. Donc, finalement, on cherche la probabilité de l'événement 2 moins grand X est égal à moins 1. Et ce qu'on va faire en général, ce qu'on va faire dans cet exemple et dans le suivant, on va essayer de se ramener, on va essayer de transformer cette probabilité en la probabilité que x soit égal à quelque chose, ou que x soit égal à quelque chose ou autre chose. Donc là, on va faire des calculs assez simples. On va dire, dire que 2 moins grand x est égal à moins 1, c'est dire que, bon, je vais le faire en deux étapes, on pourrait le faire en une seule, c'est dire que 3 moins grand x est égal à 0, si je passe le moins 1 à gauche, et c'est dire que x est égal à 3. Donc au final, on vient juste de démontrer que P de y égale moins 1 est égal à la probabilité que x égale à 3, et donc si on regarde dans le tableau, ça c'est un quart. Donc voilà pour la première probabilité. On va maintenant passer à la deuxième, mais pour les deux autres, finalement, les raisonnements vont être vraiment similaires. La probabilité que y soit égal à 1 et la probabilité que 2 moins x soit égal à 1. Et pour déterminer ça, on va dire que 2 moins x est égal à 1, c'est dire que x est égal à 1. Je vais vérifier, donc il suffit de passer le x à droite et le 1 à gauche, on va obtenir la probabilité que 1 est égal à x, c'est-à-dire la probabilité que x est égal à 1, c'est-à-dire 1 demi. Et pour la dernière probabilité, eh bien, on cherche la probabilité que y soit égal à 3. Alors il y a deux méthodes, soit on fait la même chose, soit on peut faire plus simple en disant que c'est 1 moins les deux autres probabilités, vu que le support ne contient que 3 valeurs, et qu'on sait que la somme des probabilités relatives à une variable aléatoire est égale à 1, on sait que P de y égale 3 va être égal à 1 moins la somme des deux probabilités précédemment calculées. Donc on va trouver ici un quart. Et donc conclusion, y d'oméga est égal à moins 1, 1, 3. P de y est égal à moins 1 est égal à P de y égale 3 est égal à 1 quart. Et la dernière probabilité est de 1 demi. Et donc on a terminé de répondre à cette première question. On a trouvé le support et toutes les probabilités liées à cette variable, reliées à cette variable aléatoire. Donc au passage, vous pouvez vérifier que x et y ont la même loi, puisque x et y ont le même support et ont les mêmes probabilités. Vous pouvez vérifier. C'est facile à vérifier une fois qu'on a terminé le calcul. Mais ces deux variables aléatoires ne sont pas égales, elles ont juste la même loi. Passons maintenant au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple ne va pas être forcément plus long, mais il va utiliser un argument un tout petit peu plus compliqué, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un deuxième exemple. Alors, donc on s'intéresse cette fois-ci à la loi de x2, que je vais appeler ici grand Z. Et comme tout à l'heure, on va commencer par déterminer le support de cette variable aléatoire. Donc on va utiliser la même démarche. On va commencer par se dire, voilà, x peut prendre les valeurs moins 1, 1, 3. Quelle valeur peut prendre z, c'est-à-dire x2? Donc on va faire la même chose, on va se dire, quand grand X vaut moins 1, grand X2 vaut 1. Donc déjà, il y a 1 dans le support de grand Z. Grand Z peut prendre la valeur 1. On continue, quand grand X vaut 1, X2, c'est-à-dire Z, vaut 1. Bon, on a déjà mis cette valeur dans le support, on ne va pas l'écrire une deuxième fois. On continue, quand grand X vaut 3, Z, qui est égal à X carré, va prendre la valeur 9. Et donc, c'est terminé, on a trouvé toutes les valeurs que peut prendre la variable grand Z. On a donc déterminé le support de grand Z. Maintenant, calculer les différentes probabilités. Donc là, on n'a que deux probabilités à calculer. Et si on est malin, finalement, on n'en calcule qu'une seule des deux.
puisque la deuxième va être obtenue disons que c'est 1 moins la première. Alors, commençons par calculer la probabilité que z est égal à 1. Donc si on est vraiment très malin, on commence par calculer l'autre parce qu'elle est plus simple à calculer, mais je commence par calculer celle-là parce que elle est plus intéressante, elle va permettre d'expliquer plus de choses. Alors, comme tout à l'heure, on commence par dire, voilà, P de z égale 1, c'est P de x2 égale 1. On commence par se ramener à la variable aléatoire grand X qui est intéressante parce qu'on a toute l'information sur grand X, on connaît sa loi, elle nous est donnée dans l'énoncé. Donc on écrit que c'est P de x2 égale 1 et on va essayer de voir ce que ça veut dire. On va essayer d'exprimer ça en fonction de probabilités plus simples sur grand X. On a envie de dire que P de x2 égale 1, c'est la probabilité que grand X soit égal à quelque chose ou autre chose. Et donc là, on sait qu'un nombre a un carré égal à 1 si et seulement si ce nombre est égal à 1 ou moins 1. Donc l'événement x carré égale 1, c'est l'événement grand X égale 1 union grand X égale moins 1. Dire que x2 est égal à 1, c'est dire que x égale 1 ou x égale moins 1. Et en ayant dit ça, là on va pouvoir décomposer ça sous la forme d'une somme de probabilités, puisque les événements qui apparaissent dans cette réunion sont incompatibles. Donc ça c'est une propriété sur des variables aléatoires. Hein. Tous les événements du type grand X sinon une variable aléatoire grand X, tous les événements du type grand X égale I et grand X égale J sont incompatibles si I est différent de J. Donc là, ou dit autrement, grand X ne peut pas être égal à 1 et à moins 1 en même temps. Donc on a bien deux événements qui sont incompatibles. Et donc on a relié au final P de Z égale 1, on l'a réécrit en fonction de probabilité de la forme probabilité que X soit égal à quelque chose. Donc là, il n'y a plus qu'à terminer. On a un quart plus un demi, et donc P de Z égale 1 est égal à 3 quarts. Et on n'a plus qu'à terminer, puisque vu qu'il n'y a que deux valeurs dans le support, je vais mettre une barre pour que vous voyez que c'est un Z, il n'y a que deux valeurs dans le support de grand Z, donc P de Z égale 9 va être égal à 1 moins P de X, non pas de X, de Z égale 1. Et donc, P de Z égale 9 est égal à 1 quart. Et donc, conclusion, on a trouvé le support de Z, donc on n'a que deux valeurs, et P de Z égale 1 égale 3 quarts, P de Z égale 9 égale 1 quart.